Pour cette conférence d'experts, bon, un vendredi matin, c'est sûr qu'on peut tolérer certaines choses, mais il faut tout de même commencer, puisque de toute façon, nous avons un planning. Hein, voilà. Nous commencerons par Suzanne Tartière, donc, du SAMU de Paris, et qui va nous donc, traiter la question du rôle social des professionnels de l'urgence, stratégie d'enseignement. Merci. Merci de m'avoir convié à ce séminaire. En préambule, je voudrais juste vous parler de ma légitimité. Pourquoi parler de social? Je travaille au SAMU de Paris depuis une trentaine d'années et pendant 15 ans, j'ai eu le privilège d'être directrice médicale du SAMU social de Paris. J'ai donc découvert un autre monde, le monde du social. C'est une découverte qui était passionnante et c'est un monde qui est un petit peu difficile, un peu différent du nôtre. Je crois qu'il est extrêmement cadré, obéit à des procédures et souvent, nous, médecins, on les met un peu mal à l'aise. Ils nous disent « vous êtes capable de tout », c'est vrai, et je pense que le jour où ils oseront, comme nous, je crois que les choses pourront changer. Et donc pendant 15 ans, j'ai donc été médecin au social et assistante sociale entre guillemets parce que j'en ai pas les compétences du SAMU de Paris. Les limites de mon exposé, je ne parlerai pas des situations difficiles sociales pour certains comme les personnes en fin de vie car les structures qui les prennent en charge sont bien identifiées, ça pose pas trop de problèmes. Et au SAMU de Paris, à mon retour du SAMU social, mon patron Pierre Carlier m'a permis de m'occuper du développement médico-social et donc nous avons monté une petite UF médico-sociale. Je me suis demandé pourquoi cela posait tellement de problèmes, le social, ce mot social. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement pour les plus jeunes une ignorance. Je crois que les personnes âgées, les difficultés du maintien à domicile sont mal connues des plus jeunes. Je me rappelle une fois d'une assistante de régulation médicale qui recevait un appel et s'étonnait d'une auxiliaire de vie qui appelait parce qu'elle n'arrivait pas à descendre un matin les barrières du lit. Et je lui expliquais les difficultés, si on ne peut pas descendre les barrières, la personne n'aura pas ses soins d'hygiène et tout sera plus compliqué. Et souvent, ils ont aussi un mépris. Ils parlent souvent de cassos. Et c'est vrai que c'est difficile de lutter contre tous ces préjugés. Et puis certains aussi refusent en disant « c'est pas pour nous ». Mais si c'est pas pour nous, c'est pour qui? Qui doit traiter ces appels? Juste un petit diapo sur l'urgence sociale vue par nos différents partenaires. Pour le médecin du SAMU, c'est très simple. Tout ce qui n'est pas U avec un grand U, qui n'est pas une belle urgence, c'est du social. Pour les pompiers, eh bien, c'est leur quotidien. Les pompiers sont confrontés tous les jours à des problèmes de prise en charge de patients en difficulté sociale. Pour les assistantes sociales, encore aujourd'hui, certaines affirment que l'urgence sociale, ça n'existe pas. Et pour le SAMU social, vous savez que son action s'est restreinte. Il ne s'occupe que des gens qui sont dans la rue. La police, des fois sollicitée, dit « est-ce que la personne est violente? On veut bien intervenir, sinon non ». Le médecin traitant, lui, aimerait bien s'en occuper, mais il n'a souvent pas le temps et pas les moyens de le faire. Et ça, je le regrette. Les compagnies d'assurance se rendent compte que c'est un marché d'avenir extrêmement prometteur et ils commencent à s'y intéresser très sérieusement. Pour le politique, ce sont des actions de com sous la pression médiatique. Aujourd'hui, il fait très froid à Paris, le plan grand froid a été déclenché, nul ne doit mourir dans la rue, et on met les gens dans des gymnases, on essaie de les placer dans toutes les structures possibles. Et par exemple, nous, dans le monde médical, on est capable de prendre en charge des gens dans les couloirs des urgences pour pas qu'ils meurent de froid dans la rue. Par contre, le monde social, si vous leur demandez d'élargir et de prendre dans les centres d'hébergement plus de personnes, ils vont vous dire, mais enfin, si je fais ça, si jamais il y a un incendie, serais-je couvert? Et puis si je fais ça, il me faut du personnel en plus, il me faut plein de choses en plus. Le citoyen indigné, il veut bien leur venir en aide, mais pas dans mon jardin. Et pour le service social de secteur, quand on l'appelle, c'est souvent « Bonjour, c'est lundi, nous sommes en réunion d'équipe ». Alors pourquoi ces appels arrivent au SAMU? Eh bien parce que le 15, c'est un point d'entrée facile et vraiment performant. On répond toujours 24 heures sur 24 et on trouve toujours une réponse. La réponse médicale isolée est souvent inefficace. Et par exemple, envoyer des médecins généralistes à des personnes qui appellent très souvent, ils finiront par être sur des listes noires de ces médecins, être blacklistés, ils ne voudront plus se déplacer chez eux parce qu'ils finiront par ne plus payer les visites, sauf s'ils sont en maladie, en ALD, en maladie longue durée. Et puis on rentre ainsi dans des cercles non vertueux, les gens seront amenés conduits aux urgences, les urgences les ramèneront à domicile et des cercles comme ça se mettront en place. Une définition du social, je crois que ce sont les appels itératifs. Je pense que plus de 3 appels au SAMU, c'est un indicateur majeur d'une souffrance sociale.
Et si on refuse de les traiter, eh ben, de toute façon, je crois qu'on est obligé parce que la demande n'arrive jamais sous un masque social. On ne dit pas « je meurs de solitude, je n'en peux plus, je ne peux plus m'occuper de mon parent âgé ». On dit « j'ai mal au ventre ». Il y a toujours un prétexte médical. Et puis ces mots-clés, on les connaît bien, c'est les voisins qui nous appellent pour une personne âgée qui est à domicile, et on nous dit, vous savez, il faudrait lui faire un petit bilan, et on est vendredi, et on se rend compte que c'est eux qui s'en occupent, qu'ils partent en week-end, et donc ne pourront pas la gérer ce week-end. Ils vont demander à l'hôpital de prendre en charge ces difficultés. Si on ne fait rien, ben, ils vont appeler les pompiers. Ils leur diront, vous savez, cette dame âgée laisse le gaz ouvert. C'est un motif de passage à l'hôpital presque obligé. Et donc, il va nous falloir identifier, et ça va bien orienter ces patients. Une brève étude qui n'a jamais été publiée, on avait étudié 1000 appels au SAMU de Paris, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait à peine 10% d'urgence vitale, 10%. Et il y avait 30% d'urgences qu'on pourrait qualifier de médicaux, psychosociales. Et les mots que nous avions recherchés, c'était l'alcool, la violence, les chutes, surtout les chutes itératives. Et des fois, je regrette que les chutes ne soient pas assez bien prises en charge dans un service d'urgence pour éviter justement les nouvelles chutes et qu'il n'y ait pas des bilans faits à domicile très rapidement à chaque fois qu'un patient vienne pour chute. Une solitude brutale, les retours à domicile non préparés. On connaît tout ça des patients qui passent aux urgences et qui sortent avec une superbe pochette, avec le bon pour l'assistante sociale, le bon pour le kiné, le bon pour l'infirmière. Mais quand on a 80 ans, comment faire pour trouver dans son quartier un kiné et une infirmière à domicile? Donc les soins ne sont pas faits et les patients se retrouvent reconduits aux urgences. Les aides à domicile insuffisantes aussi, c'est un sacré problème. Souvent, les gens ont des droits, mais ils ont droit qu'à 1 heure, par exemple, d'aide ménagère par semaine, et c'est vraiment trop peu. Quand elle vient, que doit-elle faire? Un peu de ménage, aider la personne à sortir, c'est difficile. L'épuisement de l'aidant, c'est quelque chose auquel on est confronté très, très régulièrement. Vous savez que la population âgée est de plus en plus importante, en valeur absolue et en nombre, et on voit des gens très âgés s'occuper de gens très, très, très âgés, des 70 ans par exemple, qui prennent en charge des proches qui ont 105 ans. Et quand ils appellent au téléphone, je vois leur âge, je leur demande, et je leur dis, mais c'est trop dur, c'est pas possible, et souvent ils éclatent en sanglots. Et je leur dis, écoutez, vous nous avez appelés, on va faire quelque chose, on va vous aider. Des couples aussi par enfants vieillissants, des appels récurrents, je vous l'ai déjà dit, 3 appels, il y a forcément un problème. Ce petit diagramme, c'était pour montrer que l'appel au SAMU, c'est vraiment un moment privilégié. Et ça, j'essaie vraiment de le faire partager à mes collègues. Des voisins, par exemple, vont s'occuper d'une personne âgée. Elle ne sort plus de son domicile, elle a du mal. Ils vont lui amener du pain, ils vont de temps en temps faire des courses pour elle. Et puis ils vont finir par s'épuiser. Leur épuisement va augmenter, leur motivation va diminuer. Puis un jour, ils ne savent pas non plus à quel service social s'adresser. Et à un moment, quand ils vont appeler, c'est vraiment le point de rupture. Il faut savoir agir à ce moment-là. Et si on n'agit pas à ce moment-là, il y aura une crise et c'est dommage de ne pas l'avoir anticipé. Ah, ça, c'est les facteurs de l'urgence sociale. Certains d'entre nous connaissent bien la fameuse formule de Martinez sur les facteurs de l'urgence médicale, l'UM. La gravité, multipliée par la quantité de soins disponibles, multipliée par le temps que mettent les secours pour accéder aux blessés. Et puis le dernier, l'AVS, qui était ce fameux facteur de valence sociale. C'est sûr qu'on ne traite pas un ministre de la République comme l'un d'entre nous. Et je me suis demandé si dans l'urgence sociale, on ne pourrait pas aussi faire trouver une formule. Alors R, c'est ressources, on y pense tous. C'est sûr que si on n'a pas de moyens, on va avoir des problèmes sociaux. H, c'est pour l'hébergement. Je ne parle pas de logement, je parle d'hébergement. P, la psychiatrie. La psychiatrie augmente tous les problèmes, parce que les soins à la rue sont vraiment difficiles, même s'il existe des équipes dédiées. T, le temps. Un adage dit 3 mois à la rue, 3 ans pour s'en sortir. Et le dernier facteur que j'écris avec une majuscule, c'est le lien. On peut vivre dans le 16e arrondissement à Paris, un des arrondissements les plus chics, n'avoir aucun problème financier, aucun problème psychiatrique, et pourtant mourir de faim. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière de voir des gens qui mouraient de faim dans leur domicile, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus de lien, plus de famille, plus personne qui s'occupait d'eux, plus de gardien dans leur immeuble, personne ne s'en était rendu compte. Et un jour, on est appelé par les pompiers pour une personne qui pèse plus que 35 kilos et qui est en train d'expirer à domicile. Un petit mot pour bien s'occuper de ces personnes. Je crois qu'il y a 2 notions importantes à comprendre. Dans les années 50, un sociologue, Alexandre Vexliard, avait écrit sur les personnes exclues. Et ce qu'il a écrit il y a plus de 50 ans est encore valable. Et les personnes exclues dans la grande exclusion passent
par plusieurs phases. Une phase d'agression, quand on se retrouve à la rue parce qu'on a, comment dire, plus les moyens de payer son loyer, qu'on n'a plus de boulot. Une phase d'agression. Plus on est agressif, plus les services qui nous reçoivent le sont. Et puis à un moment, on va avoir une phase de dépréciation, de dépression. On se dit, de toute façon, c'est de ma faute si je me suis trouvé comme ça, si j'ai plus de boulot, si ma femme est partie. Et c'est là que l'alcool va intervenir parce que c'est sans doute le meilleur anxiolytique, le plus facile à trouver, le moins cher. Et puis il y aura une phase de résignation après. Les gens ne demanderont plus rien. Dans le meilleur des cas, ils savent qu'ils peuvent appeler le 115, avoir quelques nuits d'hébergement, mais ces nuits, c'est de l'urgence sociale, ils ne pourront pas rester longtemps dans ces hébergements et il n'y a pas de logement pérenne. Et puis, dernière phase, enfin, c'est la phase d'abandon, où les gens ne vont plus rien demander, ils vont vivre dans la rue, dans un endroit qu'ils vont choisir, à l'abri protégés. Ils auront un lieu de vie de nuit et un lieu de vie de jour qui sera par exemple près d'une boulangerie ou pour avoir de temps en temps qui leur donneront quelque chose à manger. Et quand on arrive au dernier stade de l'abandon, il faudra beaucoup de temps pour remonter. C'est un peu comme la plongée sous-marine. Il faudra remonter par paliers et c'est quelque chose que j'ai appris. Si quelqu'un a vécu très longtemps dans la rue, tout lui donner un logement et tout ça, ça va trop fort, c'est trop vite. Il risque en quelque sorte d'exploser. Il faudra savoir prendre le temps. Une autre petite diapo sur les codes de l'homme en société. Ça, c'est Xavier Humanu qui les décrit et qui en parle très souvent, les codes du temps, de l'espace, du corps et de l'altérité. Le code du temps, on avait rendez-vous aujourd'hui à l'heure. Quand on vit à 8h30, quand on vit dans la rue, on n'a plus ce code du temps. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire partager à mes collègues des urgences en leur disant, si vous dites à la personne, écoutez, voilà, vous avez été traumatisé dans la rue, on vient de vous faire un plâtre, il faudra revenir dans 3 semaines pour le faire enlever. Ils n'ont pas d'agenda, ils n'ont pas le temps. Le temps, ils vivent dans une espèce de temps perpétuel, dans un présent perpétuel. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre. L'espace aussi, le code de l'espace. Quand on vit dans la rue, on va se recroqueviller sur un petit espace. Et ces gens, quand on voudrait leur proposer d'aller ailleurs, dans un centre d'hébergement, ils ne savent plus se déplacer dans la ville. Il faudra les aider et les accompagner. Le code du corps, c'est important aussi à faire comprendre à mes collègues des urgences. Les gens qui vivent dans la rue n'ont souvent pas les moyens d'assurer une hygiène correcte et quand ils arrivent aux urgences, c'est en général un petit peu difficile. Et il va se passer une espèce de divorce avec leur corps, ils vont plus se plaindre. Et certains vont dire, mais ils sont anesthésiés, c'est l'alcool qui les rend comme ça. Non, ils sont comme nous, ils souffrent, mais ils n'expriment plus leur souffrance. Il faudra leur permettre de l'exprimer. Le code de l'altérité sont tous ces codes, bonjour, bonsoir, vous voyez, que nous avons tous. Et dans la rue est un monde extrêmement violent et on perd tous ces codes. Il faudra leur faire retrouver. Pendant longtemps, j'ai fait des formations à la brigade des sapeurs-pompiers pour les chefs d'agré et je leur expliquais ce code de l'altérité. Je leur disais que tous les SDF ne s'appellent pas Marcel et que les vous voyez peut changer complètement leur prise en charge. Que faire donc? Identifier la composante sociale, la traiter en temps réel ou en temps différé quand on est au SAMU et surtout anticiper, ne pas attendre la crise. Et je pense que dans ce cas, la régulation peut être un fabuleux outil de lutte contre l'exclusion sociale. Et j'ai retouché tes diapos parce que le médecin a vraiment un privilège. Il va à domicile et il voit. Il ne peut pas fermer les yeux. Il va lui suffire, dans certaines situations, simplement de faire les liens. Quand il prend en charge une personne qui a un infarctus, si le conjoint a un Alzheimer, et que c'est l'autre il ne peut pas laisser la personne seule à domicile. Pareil, une femme qui doit hospitaliser, qui élève seule ses enfants, il ne peut pas laisser les enfants. Donc, et quand on va à domicile et qu'on voit des gens qui sont dans une situation d'incurie, on ne peut pas fermer les yeux. Alors, au niveau de la régulation du SAMU de Paris, quelles sont les actions qu'on a essayé de mettre en place? Déjà, j'essaie de mettre en place un item médico-social. Ça n'a pas été facile, parce que beaucoup de médecins veulent se cibler sur vraiment l'urgence grave, mais je prétends que l'urgence grave, elle est facile à traiter. On n'a pas besoin d'une expertise médicale pour décider quoi envoyer devant un défenestré, et en plus, on sait très bien, avant que l'équipe s'en aille, où elle va être hospitalisée. Par contre, dans le médico-social, là, vraiment, l'expertise médicale est intéressante. Nous avons maintenant depuis peu un dossier patient remarquable qui nous permet, chaque fois qu'un patient réappelle pour plusieurs fois, le médecin régulateur aura des notions sur ce patient, le nom de son médecin traitant, le nom des services qui vont l'aider à domicile, et ça permettra de mieux les prendre en charge. Sensibiliser aussi mes collègues des assistants de régulation médicale à cette prise en charge. Former les médecins. À Paris, on a depuis très peu de temps finalement des médecins de la permanence des soins. Pendant 25 ans, j'ai travaillé sans eux.
Et j'assurais donc, je prenais ces appels qui relevaient de la permanence de la médecine générale. Maintenant, je pense que c'est à eux à le faire et j'essaie de les former, de leur apprendre. Et c'est difficile. Alors, j'avais essayé de mettre en place une formule, c'est des dîners sociaux informels. Et là, j'arrivais ils venaient à ces réunions. Et je pense que tout médecin doit posséder un bagage, un savoir social minimum. Et nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle une ému médico-sociale. C'est une équipe mobile d'urgence médico-sociale, une petite équipe que j'anime avec des médecins retraités de notre association Les Transmetteurs. On se réunit une fois par semaine. On appelait ça la cellule Rita. Ceux qui savent, Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Et ça, c'est la cellule recherche, investigation, traitement adapté, enfin bon, c'est Sainte-Rita. Et on va étudier surtout les appels récurrents. Et on va prendre le temps de rappeler les gens. On a dans notre équipe des médecins généralistes, on a aussi une gériatre. Des fois, l'appel dure 1 heure. On va essayer de faire un point autour de ces personnes, de connaître leur entourage et proposer des solutions pour éviter leur solitude. Et de temps en temps, si cela est nécessaire, et en accord avec leur entourage, on fera des VAD, c'est-à-dire des visites à domicile. Ah, ça, c'est notre petit véhicule électrique. Je suis contente de ce véhicule électrique parce que ça casse un peu l'image du SAMU. C'est lent, ça avance. Enfin, c'est très rapide, au contraire. Ça démarre au quart de tour, mais ça donne une autre image, notre petit véhicule électrique de l'EMU. Ce petit quiz, c'est juste pour vous amuser. Faites-le. C'est un petit quiz que je pose souvent. Savez-vous ce qu'un clic, l'ASE, MMS, combien d'étoiles un hôtel social, GIR 2, les lames, CHU, SIAO, LHSS et une Maya. Et puis ceux qui ont plus de 8 bonnes réponses, vous levez la main. Je donne les réponses rapidement. Le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination gérontologique. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Le MMS, c'est ce fameux test, le Mini Mental Score, je crois, au sketch, je ne sais jamais. L'hôtel social, il n'a aucune étoile, évidemment. C'est ces fameux hôtels dans lesquels on loge les familles demandeuses d'asile. Vous savez, aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui logent dans des hôtels sociaux en famille, 30 000 en région parisienne. Le GIR 2, c'est les échelles de dépendance. Le GIR 2, c'est qu'on est très dépendant. Les LAM sont les lits d'accueil médicalisés, sont des structures qui permettent d'héberger pendant un temps très long des personnes SDF. Les CHU, ce n'est pas CHU pour le centre hospitalier universitaire, c'est centre d'hébergement d'urgence. Le SIAO, c'est le service intégré d'accueil et d'orientation. C'est ce qu'a mis en place le 115 pour les professionnels de santé. Et quand ils l'ont mis en place, c'était assez drôle, ils ont répertorié tous les professionnels de professionnels sociaux qui étaient censés les appeler. Si on n'était pas répertorié, on n'avait pas le droit d'appeler. Les LHSS, les I-Alt Soins Santé, et les Maya. Alors là, je prends le papier parce que autrefois, c'était les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer, et maintenant, c'est une méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Ce sont des structures qui sont rattachées au CLIC et qui permettent de prendre en charge des patients complexes. Et dans ces structures travaillent ce qu'on appelle des gestionnaires de cas. Donc des personnes qui vont essayer de faire le lien et coordonner tous les acteurs médico-sociaux autour d'une personne, par exemple des personnes qui vivent dans des conditions de Diogène. Alors, que faire? Donc, accepter vraiment cette nouvelle mission. Et je crois que c'est au SAMU de Paris, je dirais que j'essaie de montrer l'exemple. Et ce travail, c'est un véritable compagnonnage, leur donner envie de faire. Et quand de temps en temps, mes collègues me disent « Tiens, j'ai fait ma Suzanne », ça veut dire qu'ils ont pris en charge un de ces appels. Et je crois que l'excuse de dire « ça prend du temps », c'est pas vrai, ça ne prend pas de temps. Dire à quelqu'un « c'est difficile de faire ce que vous faites », je crois que ça prend 2 minutes. On est médecin, on peut vraiment non seulement voir, mais dire des choses que personne d'autre que nous peut dire. Et puis aussi tisser des liens personnalisés avec les services sociaux, aller à leur rencontre. Aller à leur rencontre, échanger nos téléphones. Nous, c'est vrai qu'on donne facilement nos portables, eux, ils ont encore un peu de mal. Tisser des liens aussi avec toutes les grandes associations qui interviennent dans ce champ. Mona Lisa, certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est le mouvement national de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et je travaille beaucoup à Paris avec les petits frères des pauvres, qui ont un standard qui s'appelle Solitude Écoute, il y en a d'autres, et qui tous les après-midi, week-end compris, peuvent répondre aux appels des personnes âgées. Il vaut mieux qu'ils appellent Solitude d'écoute que le SAMU. Et puis aussi, c'est vrai que le monde social est un monde extrêmement complexe, c'est un véritable labyrinthe, et il va falloir qu'on facilite la recherche des structures adaptées. J'ai à Paris, par exemple, pour les personnes à la rue, il y a un petit guide qui contient 135 pages, et pour s'y repérer, c'est pas toujours évident, et de faire la différence entre toutes les structures.
À un moment, je me suis demandé si une assistante sociale en régulation serait utile. Et je me suis battue vraiment jusqu'au plus haut niveau pour avoir une assistante sociale en régulation. Parce qu'à l'époque, quand j'ai appelé un service social, on me disait mais non, il y avait ce fameux secret social qui n'était pas forcément partagé. Mais c'était une difficulté. Alors, on s'est battu, on a une assistante sociale, mais elle avait l'habitude de travailler en silo. Et c'était vraiment difficile. Et finalement, tout ce qu'il nous faut à nous, c'est une expertise sociale H24. Et la chef des assistantes sociales de Necker nous le permet. Elle nous a donné son portable et nous l'appelons. Et l'évaluation en cours, je crois qu'on appelle 2 ou 3 fois par trimestre, donc ce qui n'est pas beaucoup. Mais nous, ça nous sécurise. Et quand on a une situation très difficile, on est content de l'avoir au téléphone. Alors, vous connaissez tous ce fameux dessin de serre pour les urgences. Et je pense que pour les urgences sociales, c'est un peu ça. Je peux prendre une petite minute pour raconter un petit cas clinique. C'est une dame âgée qui appelle très souvent. Et avant qu'on se rende compte qu'elle appelle très souvent, il a fallu qu'elle appelle vraiment très très souvent. Et elle a fait plus de 150 passages dans un grand hôpital parisien. Je l'ai au téléphone et puis je lui propose de lui rendre visite. Et elle appelait toujours pour des douleurs abdominales atroces. Elle a 97 ans et en général, elle disait qu'elle n'avait pas de médecin traitant, donc on l'envoyait aux urgences. Et je vais la voir et on apprend qu'elle a un médecin traitant, qu'elle va le voir 2-3 fois par semaine. Le médecin traitant ne sait pas qu'elle nous appelle, il ne connaît pas tous ces passages dans ce service hospitalier. Et je sens qu'il y a un problème, et je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas gériatre non plus. Et à l'appel suivant, je la fais hospitaliser, non pas aux urgences, mais je me bats pour qu'elle aille directement en gériatrie dans cet hôpital. Elle y reste une semaine, et je suis contente, mais elle a vu tous les spécialistes, sauf le psychogériatre. Et là, ça me fait rager. Et on me dit, bah non, elle n'a pas pu avoir de rendez-vous, c'est difficile. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle un psychogériatre. Je lui demande de venir à domicile. Je lui dis que j'ai une voiture électrique. C'est très sympa de rouler dedans. Je vais le chercher dans son hôpital. Il vient la voir. Et lui a ces compétences qu'on n'a pas. Et il arrive à la convaincre de se faire hospitaliser en gérontopsychiatrie. Et après cette hospitalisation, elle ne nous a plus appelé pendant 4 mois. Je ne dis pas qu'elle nous a manqué, mais ça nous a fait drôle. Et actuellement, elle nous appelle moins d'une fois par mois. On est content d'avoir au téléphone. Mais on a complètement changé finalement avec 2 visites et surtout la visite de cet expert. Et ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à tisser une espèce des fils d'Ariane pour ces personnes âgées qui vont nous appeler, leur redonner le sourire. Il ne faut pas grand-chose, finalement, les mettre en lien avec les CLIC, les CCAS, toutes ces structures. J'ai ma dernière diapo. En conclusion, l'urgence est une méthode pour sortir de l'urgence. C'est une phrase que dit souvent Xavier Magnoni. Je crois, osons, n'ayons pas peur, osons prendre ces appels et osons les traiter. Merci. Merci beaucoup. Période de questions, commentaires, 5-10 minutes. Vous levez la main. Oui, juste devant. Je vais le faire avec le micro. Bon, d'abord, merci Suzanne pour cette excellente présentation qui ne nous étonne pas de toi. Tu as toujours osé et tu as souvent réussi. Je voulais poser une question pédagogique pure. Quand tu dis que tu formes les armes et que tu formes les médecins de la PDS, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Tu fais un fourmi social? Alors, je leur pose le quiz, évidemment, et en général, ils répondent à 3 questions sur 10. Les CLIC sont des structures extraordinaires, c'est vraiment les points d'entrée, ils ne les connaissent pas. Donc j'essaie de leur décoder un peu ce monde. J'essaie surtout de leur donner envie d'eux. Alors à partir d'exemples, de cas concrets, d'être là en salle de régulation, chaque fois qu'il y a un appel difficile, je suis là. Enfin, j'ai pas de technique particulière, c'est vraiment du compagnonnage, c'est de montrer, Et maintenant, ils me soumettent tous leurs appels difficiles et on en discute et je leur montre qu'il est possible de faire. C'est pas... 2 autres questions. 1, est-ce que tu interviens ailleurs qu'à Paris en termes de formation? Alors, une fois, je suis venue à Nantes et j'étais hyper contente parce qu'elle m'avait hyper touchée parce que dans la salle, il y avait 50 personnes. Alors qu'à Paris, quand je fais une formation, bon, quand ils sont 4 à 5, c'est le maximum. Et dernier point, tu as beaucoup parlé de finalement problèmes gériatriques. Comment est-ce que tu traites le problème plus de la rue justement et des personnes qui sont sans domicile fixe et pour lesquelles il y a des passages aux urgences qui sont quand même répétés? Alors je l'ai traité quand j'étais au SAMU social. Là, si tu veux, je suis partie SAMU social il y a 3-4 ans et la semaine dernière, on a enfin traité la convention SAMU social, SAMU de Paris.
c'est très compliqué, c'est long. Et moi, mon rêve, c'est ça, mon rêve, c'était que le 15 et le 115 fusionnent. J'aurais voulu que le 15 fasse l'urgence de tous, aussi bien des gens à domicile que dans la rue, comme on le fait. Et j'aurais voulu que le 115 fasse vraiment l'urgence sociale de tous. Je me suis vraiment battue, tu sais, ça, c'est mon seul échec. C'est vrai, j'ai pas réussi à le faire. Ils ont voulu se focaliser, ils ont eu très peur, alors qu'ils auraient peut-être eu 2-3 appels par jour de plus, c'était rien. Ils n'ont pas voulu. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait vraiment un 15-115. Merci. Merci. Vous auriez pu avoir une autre question, mais je voulais vous le passer. Non, soyez-vous. Autre question ou ça va? Bon, merci. Merci Suzanne de ces lumières-là. Je crois qu'en effet, on est même en province, enfin sur Paris en tout cas, les choses sont relativement claires. En province, les choses sont déjà un peu plus compliquées. Et c'est vrai qu'on n'est pas sensibilisé tout simplement. Et je pense qu'on est là pour faire du lien, mais il faut aussi que nous-mêmes, dans nos têtes, on fasse du lien. Et c'est pas sûr que ce lien, finalement, on le fasse. Bon, donc la communication suivante, il s'agit d'appréhender l'autre pour enseigner, le point de vue de l'anthropologue et docteur Eugénie Alessandro. Merci. Bonjour. Alors, merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité et de me donner l'occasion de présenter, voire même de défendre la place de l'anthropologie dans la santé, dans le médical. Et pour cela, en fait, je vais vous proposer une présentation assez didactique afin de vous présenter les principes de base en anthropologie de la santé. Alors, pour introduire cette présentation, quelques mots d'abord sur la question du germe et du terrain qui a opposé Pasteur et Bernard. Donc, Pasteur est persuadé que les microbes sont les principales causes à l'origine des maladies. Et Bernard, en revanche, ne voit dans les microbes qu'un facteur qui y contribue. Et selon lui, la plupart des maladies sont dues à des dérèglements sous-jacents de l'organisme. Et Pasteur, en fait, rejoindra Bernard qu'à la fin de sa vie. Et à cette occasion, il déclarera que Bernard avait raison, que la graine n'est rien et le sol est tout. Alors aujourd'hui, la médecine reste encore souvent dans cette causalité linéaire de la microbiologie. Donc en gros, si vous voulez, à un germe correspond une maladie, un outil thérapeutique, donc un vaccin, un antibiotique, un antihypertenseur ou un antidiabétique oral. Et en caricaturant un peu, on pourrait dire que l'infarctus du myocarde serait la conséquence d'une thrombose coronaire aiguë, que le diabète résulterait d'un défaut de sécrétion de l'insuline ou que le virus Ebola serait responsable de l'épidémie de fièvre hémorragique qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest. En fait, le virus de Ebola était un facteur nécessaire, mais il est loin d'avoir été suffisant pour expliquer cette épidémie. Donc, pour sortir cette focalisation sur la graine et prendre en compte, à la suite de Bernard, tous les dérèglements sous-jacents de l'organisme, et même au-delà du corps biologique, tous les dérèglements du corps social. Autrement dit, pour tenter d'avoir une approche plus globale et plus holistique de la santé, l'anthropologie dispose d'outils méthodologiques et analytiques ad hoc, et c'est donc ce que je vais vous présenter. Alors, les problèmes de santé sont définis par des facteurs biologiques, donc qui correspondent aux mécanismes physiopathologiques, des facteurs statistiques, comme la fréquence et la gravité des maladies, des facteurs opérationnels, l'existence ou non de solutions efficaces et réalisables sur le terrain, et des facteurs sociologiques, qui correspondent à la perception des maladies et l'acceptabilité des solutions, et qui dépendent de déterminants institutionnels, politiques et culturels. La notion de complexe SID va apporter un éclairage immédiat sur ces facteurs sociologiques, sur ces déterminants sociologiques de la maladie. Alors, disease, c'est en fait le niveau de construction savante. Donc la maladie correspond à une entité taxonomique entrant dans une nomenclature scientifique, la nomenclature biomédicale. Donc en fait, ce sont toutes les descriptions physiopathologiques, symptomatiques,
les classifications, le diagnostic, les tableaux cliniques, etc. Illness, c'est le niveau du vécu subjectif. C'est-à-dire que la maladie répond à un événement concret affectant un individu donné. Donc cela désigne le vécu subjectif de la maladie, le ressenti et la perception de l'individu. Et sickness, c'est le niveau de construction sociale. Donc la maladie correspond aussi à un phénomène social et va générer des représentations et des pratiques collectives qui sont en fait variables dans le temps et dans l'espace. Alors pour illustrer ça, un exemple rapidement. Donc le diabète, c'est d'abord une définition biomédicale. Donc c'est un défaut de production d'insuline, des troubles de la régulation de la glycémie et des atteintes de divers organes. Mais le diabète, c'est également un vécu subjectif. Donc des inquiétudes et des peurs par rapport aux complications de la maladie, des frustrations et des privations par rapport aux desserts sucrés, les contraintes de la gestion quotidienne de la prise alimentaire et des obligations sociales, restaurants, périodes festives, ramadan, etc. Et le diabète, c'est en fait un ensemble de représentations et de pratiques sociales dans lequel on peut inclure les mécanismes d'adaptation des familles des personnes diabétiques, les associations de patients, l'image du sucre et des aliments dans la société, dans les régimes, le lien entre santé et morale, gourmandise et culpabilité, ou encore, par exemple, l'image de l'activité physique qui devient une thérapeutique complémentaire chez les personnes diabétiques et qui va rester un loisir chez les autres. Donc ces différents niveaux SID sont retrouvés dans toutes les maladies, depuis les cancers jusqu'à la toxicomanie, en passant par l'obésité et la maladie d'Alzheimer. Alors, cette notion de complexe SID nous permet de comprendre que l'approche biomédicale des maladies est finalement partielle. La biomédecine répond à la question comment traiter une maladie à l'échelle biologique ou physiopathologique. Elle va apporter des outils diagnostiques et thérapeutiques artificiels, c'est-à-dire qui ont été élaborés dans des conditions expérimentales, dans des conditions de laboratoire, et pas dans la réalité. Là aussi, un exemple simple pour illustrer ça, un vaccin, il est élaboré dans un laboratoire et il va montrer une efficacité qui peut être de 100% ou quasiment, et qui devrait amener à la disparition de la maladie, en tout cas pour les germes à réservoir humain. Et en fait, dans son application sur le terrain, c'est-à-dire à l'échelle des populations, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et délicat que ça, comme l'ont pu le montrer, entre autres, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la grippe à H1N1 ou l'hépatite B. Alors, en fait, au moment où l'expérience humaine de la maladie est classée dans une catégorie nosographique technique, c'est-à-dire, en fait, au moment où la maladie est réduite à un diagnostic médical, il y a quelque chose de crucial de l'expérience subjective et collective qui est perdu, parce que tout simplement, ce n'est pas considéré comme pertinent au niveau clinique. Pourtant, comme on vient de le montrer, les dimensions individuelles et sociales de la maladie ne peuvent être occultées parce qu'en fait, elles participent directement à l'histoire et à l'évolution de cette maladie. Alors, ça nous conduit à la question suivante. Au-delà des catégories objectives et savantes de la médecine, comment appréhender et répondre aux dimensions subjectives et sociales des maladies ? L'anthropologie peut apporter aux cliniciens les outils pour communiquer et mettre leurs connaissances techniques à côté et non plus au-dessus des connaissances et points de vue des patients. Donc, dans cet objectif, l'anthropologie peut proposer aux cliniciens une mini-ethnographie en suivant 4 étapes. Et celle-ci leur permettra d'explorer la manière dont les gens ordinaires élaborent leur propre notion de la maladie à travers leurs pratiques, leur expérience et les contacts qu'ils peuvent avoir avec les offres de soins. Alors, cette mini-ethnographie, donc première étape, problème de la compréhension de la parole de l'autre ou l'étude des champs sémantiques. Donc, parmi l'ensemble des facteurs qui participent à la construction des maladies dans une société, les mots et les expressions liées au médical influencent les interprétations populaires de la maladie. Tout simplement parce que les mots ne sont pas là seulement pour désigner, mais également pour signifier. Et donc, ils vont donner une première interprétation de la maladie.
Là encore un exemple, face à des maladies comme la rhinopharyngite, la grippe, l'angine et la bronchite, dans le vocabulaire profane, en fait, les gens vont dire qu'ils sont grippés. Hein, voilà, le terme générique, c'est être grippé. Dans la classification biomédicale, ces maladies correspondent à des pathologies spécifiques et elles vont conduire à des indications thérapeutiques différentes, une fois des antibiotiques, une fois du paracétamol ou une autre fois encore un vaccin. Et donc on se rend compte que ces différences sémantiques entre vocabulaire populaire et vocabulaire biomédical se traduisent par un décalage entre les interprétations profanes, d'une part, et les prescriptions médicales, d'autre part. Donc, les approches anthropologiques et linguistiques sont ici nécessaires pour trouver des formes d'adéquation entre des champs sémantiques non isomorphes ou non superposables et des cadres nosographiques différents. Et ce travail de communication est crucial pour adapter les questions et les réponses en fonction des contextes culturels et pour établir une relation de confiance entre les soignants et les soignés, tout comme entre les programmes de santé publique et les populations. Alors, deuxième étape, les problèmes de compréhension de la symbolique physiologique et nosologique ou la compréhension en fait, des systèmes de représentation populaire des maladies. Donc, on l'a dit, dans une société, les maladies correspondent à des constructions sociales. Autrement dit, à côté du savoir savant, biomédical sur les maladies, il existe des savoirs profanes. Et les maladies sont appréhendées par le public à partir de ces systèmes de représentation populaire. En fait, les populations ont leur propre classification des signes cliniques et leur propre processus d'interprétation de ces signes et d'élaboration de diagnostics. Par conséquent, si on veut être en mesure d'échanger des idées, il est indispensable de rechercher ce que voit et comprend l'autre de la maladie et les significations des signes cliniques pour l'autre. Alors là encore un exemple pour illustrer cette notion. Devant la diarrhée aiguë de l'enfant, en fait, le raisonnement biomédical va associer ce signe à un diagnostic particulier, une infection virale, et donc un traitement spécifique, la réhydratation. Les diagnostics profanes. En fait, on va avoir des diagnostics variables en fonction des cultures, en fonction des populations et puis en fonction de la présentation du signe. Ça peut être associé à un signe bénin qui ne va pas susciter d'inquiétude particulière chez les parents. Ça peut être associé à un signe normal qui représente une phase de développement de l'enfant. On retrouvera par exemple en Thaïlande, c'est associé en fait à une maîtrise de la position assise. Et ça peut être aussi associé à la poussée dentaire, enfin, etc. Et donc, face à ces diagnostics profanes, en fait, l'action de réhydratation n'apparaît pas toujours comme pertinente ou indispensable. Voilà. Donc, pour explorer les systèmes de représentation populaire des maladies, la démarche de mini-ethnographie correspondrait à demander au patient le récit de sa maladie, ce qu'on peut appeler en anglais le illness narrative. Donc, ces récits doivent donner accès aux significations culturelles de la maladie et à leur impact sur le parcours de soins. Au total, donc, ces deux premières étapes, l'étude des champs sémantiques et l'étude des systèmes de représentation, cherchent à identifier et comprendre les interprétations populaires et les représentations culturelles des maladies. Et ces deux étapes sont indispensables pour permettre le dialogue avec les patients. Alors, troisième étape, les offres sanitaires et les itinéraires thérapeutiques. Donc, les représentations populaires d'une maladie, on vient de le voir, elles vont dicter les pratiques socioculturelles à mettre en œuvre face à ce problème. Mais en fait, ces représentations populaires ne sont pas les seuls déterminants des pratiques et des comportements de santé. Les recours existants dans un contexte donné vont également influencer les choix thérapeutiques. Parce qu'en fait, face à la maladie, les recours possibles ne se limitent pas aux propositions de la médecine conventionnelle. L'offre de soins est beaucoup plus étendue, et elle va englober un secteur plus informel, et en fait, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Hein. Ce n'est pas uniquement dans les pays du Sud. Donc il faut chercher à comprendre quelle est la place des centres de soins biomédicaux dans le tissu global de l'offre sanitaire.
Alors dans cet objectif, 2 dimensions sont à explorer. Donc en fait, quand je suis malade, quels sont mes recours? Est-ce que c'est uniquement la médecine conventionnelle? En fait, non. J'ai beaucoup d'autres recours. Je vais avoir notamment les savoirs coutumiers, et à l'intérieur, on y retrouve l'automédication à partir de la pharmacie domestique, les connaissances familiales, les gestes que les mères vont pouvoir appliquer auprès des enfants. Et ces connaissances familiales vont être mobilisées en première intention face à de nombreux problèmes de santé. On l'a vu, la diarrhée de l'enfant, une fièvre, une rhinorrhée, un mal de tête, des douleurs thoraciques ou des douleurs articulaires. Ensuite, on peut inclure dans ces savoirs coutumiers ce qu'on pourrait appeler les savoirs médiatiques, commerciaux ou conjoncturels. Donc, c'est quand les populations vont retrouver des informations dans des magazines sur la santé, sur Internet, et qui vont les orienter vers différentes thérapeutiques comme les huiles essentielles, les compléments alimentaires, etc. À côté des savoirs coutumiers, on va avoir les savoirs spécialisés. Donc, toutes les médecines alternatives, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, enfin, etc. Je ne vais pas toutes les lister. Et les médecines traditionnelles. On en parle beaucoup pour les pays du Sud, les marabouts, les sorciers, mais dans les pays du Nord, on en retrouve aussi, les guérisseurs, les rebouteux, etc. On peut également parler de la place du religieux, qui sera plus ou moins prégnante en fonction des sociétés et des cultures, voire du magique ou de la superstition dans les maladies. Alors, donc, quand je suis malade, j'ai plusieurs recours. Et pourquoi est-ce que je vais choisir tel ou tel recours? En fait, je vais choisir tel ou tel recours en fonction des caractéristiques, des interactions que je vais pouvoir avoir au niveau de ces offres. Donc, il va falloir étudier la qualité de l'interaction, notamment l'écoute et le temps accordé lors de l'échange. Et on le voit rien que dans l'offre de médecine conventionnelle, cette qualité peut être très variable, comme peuvent l'illustrer les interactions d'un malade avec un médecin ou avec une infirmière ou avec un pharmacien. Ensuite, on peut essayer d'explorer le coût du service. Est-ce qu'il sera couvert ou non par les assurances? Est-ce qu'il y a des dépassements? Est-ce que, selon les pays, il y a de la corruption, etc. Le délai d'attente, si j'ai 6 mois d'attente pour voir un dermato ou un ophtalmologiste, je vais peut-être essayer autre chose. Les contraintes logistiques, est-ce que je peux me déplacer? Les horaires d'ouverture, et les parents chercheront par exemple parfois un service en dehors de leurs heures de travail et iront consulter aux urgences plutôt qu'en médecine libérale. Voilà, et puis d'autres caractéristiques comme la confidentialité, etc. Alors, finalement, pour chaque patient, reprendre l'histoire de la maladie, ce n'est pas simplement rechercher les symptômes entrant dans les cadres de la nosographie savante, c'est également interroger les itinéraires thérapeutiques pour explorer les actions qui ont été mises en œuvre et les recours qui ont été mobilisés. Quatrième étape de cette mini-ethnographie, le croisement des rationalités et les enjeux individuels face à la maladie. Alors, les individus, en fait, font toujours des choix en pondérant les options existantes en fonction de différentes rationalités. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Lors, par exemple, de l'achat d'un bien de consommation comme une voiture. Comment est-ce qu'on va choisir une voiture? On va le choisir en fonction d'une rationalité économique, le coût de la voiture. On va le choisir en fonction d'une rationalité, par exemple, sociologique, le prestige social que cet objet va pouvoir m'apporter. On peut aussi le choisir en fonction d'une rationalité affective, une éventuelle fidélité envers une marque ou envers un concessionnaire, ou une rationalité pratique, etc. En fait, face à la maladie, on a exactement la même configuration, c'est-à-dire que la rationalité médicale n'est pas la seule logique mobilisée par les médecins et les patients pour faire des choix. On a plusieurs rationalités qui vont être mobilisées, et donc un médecin, par exemple, va prendre en compte pour faire des choix thérapeutiques la rationalité médicale, donc les médicaments et les protocoles qui ont été validés par des essais cliniques, mais il va prendre en compte aussi une rationalité économique. Il s'agit pour lui de satisfaire sa clientèle pour la fidéliser, même si ça passe par des prescriptions qui scientifiquement ne sont pas justifiées. Et donc, par exemple, il va prescrire un sirop pour la toux et un antidiarrhéique, même si c'est pertinemment que ces médicaments sont inutiles, voire non recommandés.
Et enfin, par exemple, une rationalité pratique, le médecin va adapter la prise en charge et le traitement au caractère et aux contraintes du patient. Donc le fait que le patient soit discipliné ou pas, le fait qu'il soit inquiet ou pas, le fait qu'il soit pressé et ne souhaite pas faire des examens paracliniques, etc. En fait, voilà. Donc chez les patients, on va avoir la même chose. Ils vont mobiliser différentes rationalités et ça va aboutir à différents comportements de santé ou différentes conduites sanitaires. Donc chez eux, les rationalités mobilisées, c'est d'abord la première rationalité, ça va être de chercher la guérison, mais ce n'est pas forcément le seul objectif qu'ils vont rechercher. Il peut y avoir d'autres objectifs, comme par exemple la reconnaissance d'une souffrance, l'évitement d'une mise en accusation, par exemple une mère devant la diarrhée d'un enfant, les partenaires dans le cadre d'une IST, le fumeur face à un cancer du poumon, etc. Ça peut être encore la minimisation des coûts, l'économie du temps, enfin, etc. Donc, face à une maladie, médecins et patients mobilisent plusieurs rationalités, morales, économiques, relationnelles et pratiques. Autrement dit, la rationalité médicale n'est pas suffisante. Et si elle ne suffit pas à guider les réponses à mettre en œuvre, comment explorer les autres dimensions? Alors, le philosophe Emmanuel Lévinas explique que face à la souffrance d'une personne, la première tâche éthique est la reconnaissance. C'est-à-dire que les questions morales doivent précéder les questions épistémologiques et culturelles. Autrement dit, devant les patients, et avant même toute catégorie nosographique ou culturelle, il s'agit de comprendre les significations morales et pratiques de la souffrance. Donc la question à retenir, c'est celle-là, c'est à quel enjeu doivent faire face les patients et leurs proches au cours de l'épisode morbide. Alors, cette évaluation, en fait, va permettre de mettre à jour les dimensions sociales, matérielles, professionnelles et religieuses de la maladie, et donc d'adapter les réponses, de les moduler pour prendre en compte des tensions familiales, des contraintes professionnelles, des difficultés financières ou encore une anxiété personnelle. Voilà. En conclusion, les professionnels de santé font face finalement à des individus, non à des stéréotypes sociologiques ou culturels, et donc à des êtres humains qui sont confrontés au danger et à l'incertitude, et pas simplement à des cas cliniques. Et ils doivent donc apprendre à mettre de côté leur savoir et leur expertise biomédicale pour accéder au savoir et aux logiques profanes, logiques mobilisées par le patient qui est en face. Dans cet objectif, l'approche anthropologique de la santé va consister donc à penser les questions du point de vue des autres, c'est-à-dire se poser des questions et finalement chercher à se poser, chercher à la question que se pose l'autre. La mini-ethnographie qui est proposée ici permet d'explorer les enjeux sociologiques de la maladie et de dévoiler finalement ce qui compte vraiment pour le patient et sa famille. Et s'il fallait réduire ces 4 étapes à une seule pour les professionnels de santé les plus pressés, ça serait la question des enjeux pour le patient face à l'épisode morbide. Et cette information, donc, elle doit être prise en compte par le clinicien pour prendre des décisions thérapeutiques et en discuter avec le patient. Voilà, et finalement, donc, j'en terminerai avec cette phrase, en paraphrasant Pascal, la maladie a ses raisons sociales que la raison médicale ignore, et tâchons, avec l'anthropologie, de ne plus les ignorer. Voilà, merci. Merci beaucoup de cette présentation. Point de vue très particulier par rapport à l'expérience de la maladie. Question de votre part? Oui, juste devant. Deuxième siège. À partir de 9h, vous posez les questions. Non, merci beaucoup pour cette approche. Est-ce que
Dans le cadre de la formation médicale, vous intervenez? C'est ma première question. Donc, est-ce que vous êtes à Marseille? Est-ce que dans le cadre de la formation des étudiants en santé, je ne veux pas dire médicale, pardonnez-moi, est-ce que dans la formation des étudiants en santé, vous intervenez? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il vous a été demandé justement d'intervenir dans le cadre de simulations ou autres pour la formation des étudiants en santé? Alors, dans le cadre de la formation universitaire en médecine, ou enfin, en santé en général, la place de l'anthropologie ou de la sociologie, socio-anthropologie, est de plus en plus importante, enfin, entre guillemets. Hein. Effectivement, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de socio-anthropologie au cours des études, aussi bien médecins, infirmiers, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce type de module qui est intégré, aussi bien dans la formation initiale que dans les masters, voilà, en santé publique, en épidémio, etc. Après, sur une formation plus pratique, en termes de simulation, ça non, jamais. Alors, là, la présentation que je vous ai proposée, c'est vrai qu'on se dit qu'on a du mal à trouver la place de l'anthropologie quand on doit répondre à un infarctus du myocarde ou à un AVC. C'est pas forcément le moment de commencer à discuter les facteurs culturels avec le patient. Mais je pense que c'est plutôt une réflexion plus globale qui doit amener à avoir une autre approche du patient et donc qui modifiera sur un plus long terme les réponses, même dans l'urgence, qu'on pourra apporter. Sur l'épidémie d'Ebola, sur laquelle je suis en train de travailler avec Epicentre, donc qui est le centre de recherche de Médecins sans frontières à Paris, on est en train de refaire une revue de la littérature pour voir tous les savoirs qui ont été acquis pendant cette épidémie. Et on est en train de se rendre compte qu'en fait, médicalement, on n'a pas vraiment été très efficace, quoi. Voilà. On a fait beaucoup de choses techniques, mais on n'est pas sûr du tout que ça ait eu un impact réel sur la courbe épidémique. Voilà, donc même dans une urgence comme l'urgence Ebola, la place de l'anthropologie est réelle. Parce que si techniquement on n'est pas efficace, qu'on le soit au moins humainement. Sinon, voilà, ça devient un peu embêtant. Voilà, donc en pratique directe ou en simulation, non, j'ai jamais eu l'occasion. Mais pourquoi pas? Moi, à la base, au départ, je suis médecin. Hein, voilà, et j'ai fait d'abord de la médecine humanitaire. Et donc, je suis convaincue que l'anthropologie a vraiment une place à côté de la médecine. Si vous voulez, elle va apporter des éléments complémentaires à l'épidémio. Voilà, la médecine va être éclairée par la biologie, l'épidémio, et l'anthropologie va apporter des éléments complémentaires de compréhension à un problème de santé, à une maladie, pour pouvoir répondre à ce problème de santé. Voilà. Question 4e allongée. Si on se place directement, allez, on va prendre un sujet à la mode, le débriefing. L'interrogation des représentations sur la problématique qu'on est en train de traiter. Un exemple, la semaine dernière, on travaille sur accompagner une proposition médicale d'amputation à une personne, et c'est des étudiants en soins infirmiers qui doivent revenir après que le chirurgien ait dit, ben voilà, si vous voulez qu'on vous sauve la vie, en gros, il faut vous couper la jambe. Comment on peut favoriser l'interrogation des représentations, autre que celle d'essayer d'avancer des arguments qui sont purement professionnels, qui sont de dire, vu l'état de gangrène dans lequel se trouve votre pied, etc., etc. Et comment on peut nous favoriser, par les soignants qui sont là, cette prise en compte des représentations et éventuellement l'intégration de ces représentations dans la discussion pour avoir un choix loyal, éclairé, une information loyale, éclairée, etc. Alors là, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part prendre en compte en fait les représentations et les systèmes de représentation savants et de l'autre côté les représentations culturelles. En fait, même les décisions médicales, à un moment donné, qui apparaissent comme pertinentes à 100%, on sait très bien que dans 10 ans, elles ne le seront plus, ou 10 ans plus tôt, elles ne l'étaient pas. Voilà.
Donc déjà, avoir une approche historique de la médecine, de ces différents paradigmes et des différentes réponses que la médecine a pu proposer face à tel ou tel problème, ça, je pense que c'est une chose importante pour pouvoir prendre du recul par rapport aux décisions ou aux propositions thérapeutiques qu'on va pouvoir faire. Voilà. Après, en fonction des sociétés, alors bon, sur une amputation, je ne sais pas, mais en fonction des sociétés, effectivement, le regard n'est pas forcément le même. Ben, si, par exemple, sur l'amputation, oui, on peut avoir quelque chose. J'avais eu un exemple. Dans une société, alors, pour aller vraiment dans du culturel, très ethnologie, dans une société, un homme avait de la valeur quand il savait monter à cheval. Voilà. Donc un homme amputé, en fait, et qui était capable malgré tout de monter à cheval, ben, ça restait quelqu'un qui avait sa place dans la société. Voilà. Inversement, si c'est pas monter à cheval, mais si c'est avoir ses deux jambes et pouvoir se déplacer ou faire telle ou telle action, effectivement, socialement, il risque de perdre une place. Voilà. Donc c'est vrai que dans une société, en fonction de l'environnement culturel, les propositions thérapeutiques que l'on va faire, elles n'auront pas le même impact sur l'individu. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être pris en compte aussi. Alors ma question, elle allait, je l'ai mal posée en fait. Je voulais savoir comment nous on favorise pour les soignants qui vont être amenés à travailler là-dessus, comment on favorise ce questionnement-là? Ah, comment vous pouvez les amener à ce questionnement-là? Oui. Il faut prendre le temps de revoir tous ces déterminants culturels et historiques. Enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir... Il faut avoir des bases, il faut retourner sur certaines bases pour pouvoir interroger ces déterminants culturels et historiques. Donc des bases, on va dire, théoriques et fondamentales. Et puis après, c'est un peu la mini-ethnographie que je vous ai proposée, c'est certaines questions qui sont à poser. Donc interroger comment est-ce que les personnes vont interpréter les signes ou les traitements que vous pouvez proposer, interroger les enjeux qui seront là pour la personne à qui vous voulez proposer l'amputation. Voilà, reprendre la mini-ethnographie que je vous ai proposée si on veut être très synthétique et très rapide. Une approche anthropologique globale irait beaucoup plus loin, mais la mini-ethnographie que je vous ai proposée pourrait aller dans ce sens-là. Nous aurions le temps pour une autre question. Merci. Oui, juste au centre à droite. Oui, bonjour, Thierry, infirmier aux urgences à Metz, au Sceaux. Tout ça, c'est très bien, mais on n'a pas le temps. Enfin, moi, je vois les médecins qui travaillent à l'hôpital. Quand on a un flux de patients qui tourne à plein pot, on va directement au problème médical et au problème qui motive vraiment la venue au départ, quoi. Et on ne va pas tellement avoir le temps à ce moment-là d'aller creuser, quoi. Et au niveau infirmier, je crois que moi, je commence à être un peu vieux, mais j'ai vécu des trucs un peu particuliers. Quand vous parliez d'amputation, par exemple, quand vous êtes dans un terrain où la culture musulmane est très très forte et où il y a un type qui arrive avec une jambe complètement explosée et vous dites il faut amputer, et il y a un conseil de famille qui se réunit parce que la jambe, il va falloir aller l'enterrer dans un endroit pour que plus tard, il y ait une reconstitution totale du corps au-delà, quoi, dans la pensée religieuse, etc. Mais avoir ça en France, et ça me paraît compliqué, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, dans le cadre de l'urgence, mettre ça en œuvre au quotidien, immédiatement, en fonction des pathologies que l'on a en face, ça paraît difficilement réalisable. Mais je pense que si on prend en compte ce type d'approche de façon plus globale dans notre réflexion sur la santé, à plus long terme, ça aura un impact sur la façon dont on répond, même au quotidien et en urgence. Voilà. Je suis tout à fait d'accord que ce que je vous propose, vous n'allez pas le mettre en œuvre face à un infarct ou face à une urgence vitale. Mais si les médecins ne se l'approprient pas et l'intègrent pas dans leur réflexion globale sur la santé et la réponse aux problèmes sanitaires, on reste dans une approche médicale qui me paraît axée sur le technique et à laquelle il manque cette dimension-là.
Et donc, sur le long terme, si on l'intègre, on aura une approche différente. Si vous voulez, les paradigmes médicaux qui ont guidé, enfin, à partir desquels on construit nos réponses médicales, ils ont varié au cours du temps. Et donc, intégrer ce type de réflexion, c'est faire évoluer le paradigme médical dans lequel on travaille. D'accord ? À l'époque du paradigme contagionniste, voilà, on pensait que la peste se passait d'un individu à un autre ou par l'intermédiaire d'objets. Et donc, on a mis en place des lazarets, des quarantaines et des cordons sanitaires. Au XIXe siècle, quand le choléra arrive, on rentre dans le paradigme aériste. Et donc, dans le paradigme aériste, le lazaret n'a plus sa place. Voilà. Et on est sans arrêt dans des paradigmes différents historiquement. Et dans 50 ans, on sera dans un nouveau paradigme. Voilà. Et intégrer ce type de réflexion, ça pourrait amener à construire une réponse médicale ou des réponses médicales différentes. Sur le plus long terme, je suis d'accord, immédiatement aux urgences face aux patients, je comprends très bien que ce ne soit pas forcément... voilà. Bien que la dernière question, quels sont les enjeux pour le patient et sa famille, c'est quand même une question qui peut être posée assez souvent. Voilà. À l'heure des urgences ressenties, finalement, est-ce que finalement cette approche-là ne serait pas finalement facilitant, justement ? Aux urgences, on a énormément de gens qui viennent avec des représentations de leur propre urgence et justement passer par cette pédagogie inversée, finalement. Alors dites-moi, vous venez pourquoi ? Par contre, je vous écoute. Hein. Est-ce que finalement, ce ne serait pas facilitant et ça ne nous permettrait pas de gagner du temps ? Et là, je pense par exemple aux infirmières d'orientation. Oui, pourquoi pas. Effectivement, dans la population, c'est ce que je vous ai expliqué, il y a un système de représentation des maladies. Et donc, en fait, la compréhension que les gens ont des signes cliniques, de leur souffrance et de leur maladie, elle est très particulière. Le savoir médical, si on le place au-dessus et qu'on nie, en fait, le savoir populaire, ben, on ne répond pas, en fait, aux patients. Voilà. Donc effectivement, médicalement, on a l'impression d'être efficace parce que on a fait une thrombolyse ou autre chose, mais voilà, il y a peut-être autre chose à prendre en compte. Si vraiment on veut être efficace, si vraiment on veut échanger et répondre aux demandes des gens. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Non ? Bon, ben on va passer Merci. à notre expert suivant. Donc on a bien vu que le point commun entre tout cela, c'était bien les facteurs humains. Et ben, Dieudonné va nous parler donc des facteurs humains. Merci. Je suis belge, pardon. Quand on n'a que des mots pour unique langage, lors de nos bavardages sur la pédagogie. Alors, pourquoi j'ai chanté ça ? D'abord parce que hier soir, je me suis rendu compte que Liège n'avait pas... Nantes, enfin, les CESU n'avaient pas de leçons à recevoir en chanson des Liégeois. Et d'autre part, parce que hier après-midi, je me suis rendu compte que les orateurs et moi, nous partagions beaucoup d'idées en commun, nous lisions les mêmes revues, nous utilisions les mêmes mots. Or, je crois que les médecins, les ingénieurs, les pharmaciens ont un gros avantage, c'est que derrière les mots, ils peuvent mettre des images. Lorsque vous parlez de compression d'un thorax, vous avez des images de thorax, de côte, de cœur, de poumon. Vous savez ce que c'est. Quand un ingénieur parle d'une intégrale, il sait le dessiner, d'une exponentielle logistique, il en connaît la formule mathématique. Lorsqu'un pharmacien parle d'un produit, il sait les composantes et il sait les écrire avec une notation chimique. Alors qu'en pédagogie, on n'a pas ça. On a des mots. On n'a que des mots. Et aujourd'hui, je voudrais redire en gros des choses qui ont été largement dites hier après-midi. Je n'étais pas là hier matin ni le jour avant. Avec cette différence près que je vais essayer d'envisager avec vous ce qu'on pourrait retirer de se donner artificiellement des images qui n'existent pas pour mettre sur les mots. Et là, j'ai fait un essai en essayant d'utiliser la notion de rouage. Vous voyez, c'est dessiné là, des rouages. Et j'ai d'ailleurs un peu décidé d'utiliser un nouveau titre, plutôt que « Influence des facteurs humains dans la prise de décision »,
de l'appeler les rouages des décisions en urgence. La première grosse décision à prendre dans la tâche de réanimer de réanimer avec automatisme, donc de réanimer d'une façon assez efficace, c'est cette décision de oser que les professionnels n'ont plus à prendre. Les professionnels, ils osent, ils se mettent à la tâche. Donc, si vous voulez, dans ce schéma qui reviendra tout le temps, à la gauche, il y a la prise de décision que les non-spécialistes, des gens comme moi, doivent prendre. Est-ce que j'interviens? Et ce sont des décisions d'engagement. C'est le même mot qu'à l'armée, d'ailleurs. À l'armée, il y a des règles d'engagement. On ne tire que si ces règles sont satisfaites. Par contre, à droite, alors c'est le mécanisme de mise en œuvre, d'exécution, avec toute une série de tâches que vous connaissez bien. Eh bien, mon exposé va être divisé entre la droite d'abord, vous connaissez très bien ce côté-là. Justement, mon apport va être peut-être de se dire qu'est-ce que des schématisations, des images, pourraient nous aider dans la communication les uns aux autres. Donc, je vais commencer par cette phase de droite, l'exécution de la décision. Que l'on soit un spécialiste ou qu'on soit une personne comme moi qui a un peu appris. Toute une série de sous-tâches. Et ces sous-tâches devront être performantes. Ce que vous voyez là, ce sont des chronomètres en secondes, 3 secondes 55, 4 secondes 50, 5 secondes 95, parce qu'il y a eu automatisation en secondes. Il ne suffit pas de bien faire les choses, encore faut-il les faire avec une certaine vitesse. Ici, je ferai la différence entre denture et dentition, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens confondaient les deux mots. Ils disaient il a une mauvaise dentition, alors que la denture, c'est ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire que la personne ait un dispositif dentaire efficace. La dentition, c'est toute l'histoire de cette création des dents, et c'est une histoire qui parfois prend ici une vingtaine d'années. La dentition dure une vingtaine d'années. Eh bien, nous aurons le même problème avec l'automatisme, les automatismes et l'automatisation. L'automatisation, c'est un processus qui mérite qu'on s'y penche avec beaucoup de détails. Alors, par exemple, nous avons tous appris à manger automatiquement. Tellement automatiquement qu'on peut se permettre de lire le journal, on peut se permettre de regarder la TV en mangeant. Et nous ne pensons plus, c'est tellement automatisé qu'il y a des sous-tâches du genre repérer l'aliment, on n'y pense pas, piquer l'aliment avec la fourchette, le porter à la bouche, le saisir avec les dents et la langue, le mâcher. Ce sont des choses que nous avons tellement automatisées que parfois on a de la peine à, comme on l'a dit hier d'ailleurs, à retourner sur soi-même et se dire mais quels sont les gestes exacts que je fais. L'automatisation, elle, a pris du temps. Il a fallu faire des erreurs, il a fallu disons, répéter assez bien le geste avec des essais et erreurs. Je vais prendre une autre tâche que l'alimentation, conduire automatiquement une voiture. Nous avons tous appris à conduire tellement automatiquement qu'on peut se permettre de faire autre chose, parler avec son voisin et même parfois téléphoner, ce qui, en Belgique en tout cas, est interdit. Mais c'est la preuve qu'on est capable de conduire automatiquement sans trop réfléchir à ce qu'on fait, tellement on l'a bien automatisé. Et donc les sous-rouages et leur ordre, on a un peu de la peine à les reconstituer a posteriori une fois que c'est automatisé. Par contre, l'automatisation, elle commence avec la personne qui s'est inscrite dans une école de conduite et qui est très angoissée parce qu'elle va devoir, elle, passer par l'automatisation progressive de tous ces gestes. Alors, cette automatisation présente plusieurs défis. Premièrement, identifier les fameuses mini-tâches. Par exemple, démarrer, arrêter la voiture, marche arrière, se garer. Je ne suis pas un spécialiste de l'automobile. Hein. Et si je me focalise sur l'une d'entre elles, je prends démarrer, eh bien, je suggère de regarder à l'intérieur de chaque rouage, ici le rouage numéro 1, le rouage démarrer. Ce sont chaque fois, à mon avis, les mêmes dents, les mêmes étapes, les mêmes phases, que j'appelle les dents du rouage, qui sont chaque fois, comme vous le voyez, le but. Imaginez la liste, mais je vais l'expliquer sur cet exemple de démarrer une voiture. Donc, identifier les dents, donc le but, c'est de faire démarrer la voiture. Et les dents, c'est-à-dire les opérations mentales, on va les reprendre ici. Lister les tâches.
Alors la personne peut se dire, bon, je dois mettre le contact avec un peu d'angoisse, ensuite je dois passer la première, desserrer le frein à main, accélérer en embrayant, et puis la personne doit décider, et cette décision, elle l'exécute, ça veut dire quoi? Elle met le contact, hein, et là, elle met le contact, et bang, elle ressent un stimulus, une douleur violente au front, parce qu'elle a percuté la vitre avant. Elle avait oublié, donc elle doit interpréter, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une condition, qui c'est de débrayer pour voir si, par hasard, la première ne serait pas déjà passée. Bon, alors, ceci, c'est un détail, ça coûte quelques bosses au front, on n'en meurt pas. Dans ce cas-là, un certain nombre de personnes qui ont vécu ça survivent, et donc on est bien content. Mais par contre, il existe, vous le savez bien, et je ne vais pas entrer dans le détail, puisque vous êtes tous beaucoup plus experts que moi, dans l'identification des sous-tâches, il importe de n'oublier aucune sous-tâche et aucune dent, hein, vous le savez mieux que moi. Par contre, dans un document écrit en espagnol, j'ai repéré ces 5 images, et ces 5 images, je peux grosso modo les superposer aux phases que j'ai dites, hein, et ce sont des rouages qui débouchent sur stop ou bien un résultat positif. Voilà, je les ai découpés, je les ai collés, et puis je me rends compte qu'il y a une condition qui n'est pas dans la liste. Dans la liste rouge, dans la liste qui est proposée, c'est la condition de suraccident. Prendre des mesures pour éviter les suraccidents. J'ai choisi sur Internet une photo qui montrait la probabilité de suraccident, et c'est une phase qu'il ne faut pas rater, évidemment. C'est un rouage qu'il importe de ne pas rater. Il y a 10 jours en Belgique, un train a percuté une voiture, la voiture a pris feu, et le train, comme vous le voyez, a été endommagé. Alors une remorque, un train aussi, une locomotive, a pris ce train en charge et l'a emmené bien plus loin. Et à la radio, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué. À la radio, on a dit « Les ouvriers ont reçu l'ordre de passer toute la nuit à réparer la voie qui avait été endommagée. » Vous voyez la voie là, à droite, avec les ouvriers. Ils ont reçu l'ordre de passer toute la nuit à réparer. Et malheureusement, le train endommagé qui avait été remorqué en amont, c'est-à-dire sur une voie qui monte, s'est décroché 14 km plus haut et est revenu comme un train fantôme à toute vitesse et a tué 2 personnes, 2 ouvriers qui réparaient la voie. Alors je pense que là, il y a eu une erreur, non pas d'aiguillage, mais une erreur de rouage. Quelque part, on a raté une des dents d'une roue dentée. Alors, évidemment, le jour après, les questions dans le journal, j'ai découpé le journal que je prends, et après, aurait-il fallu dévier le train ou le faire dérailler? Fallait-il couper le courant? Fallait-il des factionnaires autour du chantier? Le train, levage, aurait-il dû s'apercevoir? Et tout ça, c'est après. Et on n'a quand même pas dit aux parents des personnes décédées: c'est le prix à payer pour les erreurs que nous faisons en apprenant comment on répare les voies. Donc je crois qu'il importe, à mon avis, qu'on se mette à plusieurs, enfin, vous l'avez sûrement déjà fait, hein, ça a été fait à des tas d'endroits, mais qu'on se donne un peu un langage, peut-être même visuel, ce serait mon apport de se dire, essayons d'imaginer un langage visuel, sur l'étude de chaque dent, de chaque opération mentale que doit faire une personne, et je vais essayer d'en donner un exemple, et que nous passions un peu de temps à examiner ces rouages-là, et je vais en prendre un exemple que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et sur de nouveau, pour identifier les ratés et prévenir les ratés, sur la réanimation cardiopulmonaire par exemple. Donc la liste, il faut penser à vérifier le souffle, le poids, la conscience, les conditions, éviter de suraccident, décider de vérifier le pouls, puis exécuter, par exemple mettre son doigt sur le poignet, percevoir s'il y a ou non pulsation cardiaque, interpréter, ici par exemple il y a arrêt cardiaque, puis un but qui sont les compressions, les conditions sont-elles assez fortes, décider je comprime ou bien je m'arrête. Et soudain, il y a des cris de douleur de la personne qui n'était pas en arrêt cardiaque, et elle n'était pas en arrêt cardiaque. Où est-elle ratée? Où est-elle ratée? Eh bien, avec une roue dentée de ce genre-là en tête, hein, on n'a pas des vraies roues dentées en acier dans le cerveau, et remonter la chaîne des causes et peut-être s'apercevoir que c'est là.
C'est là, c'est dans l'exécution. Peut-être ce n'était pas sur le poignet qu'il fallait essayer de trouver la pulsation, et que c'est dans l'exécution, ce n'est pas dans la perception. Forcément, si on met son doigt à un endroit où, pour cette personne-là et pour ce soignant-là, ce n'est pas perceptible, ce n'est pas la perception qui est en cause, c'est l'exécution. Enfin voilà, c'est une suggestion entre mille. Donc, il y a toute une série de défis, la connaissance des actes et de leur ordre, ça vous les connaissez bien, des stimuli et de leur interprétation. Autrement dit, quand on conduit une voiture, on doit apprendre non seulement la série des actes, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais aussi interpréter les stimuli. Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Ben, c'est normal, monsieur, c'est le moteur qui tourne. Ah, c'est bien. Et puis maintenant, on a des moteurs tellement silencieux que le constructeur est obligé de mettre une petite lampe pour nous donner le stimulus qui nous dit, notamment les voitures électriques, n'essayez plus d'entendre si le moteur marche ou pas, c'est la lampe qui vous dit. Donc les stimuli ont changé. Donc interpréter donc, non seulement les actes, mais les stimuli qui nous disent qu'on peut passer à l'acte suivant ou non, la connaissance des décisions à prendre, les opérations mentales, et puis l'automatisation. Et dans l'automatisation, il y a un travail intéressant qui me paraît intéressant, c'est celui de Pelado sur le surapprentissage. C'est quoi le surapprentissage? C'est apprendre au-delà de 100% de performance. Pourquoi? Pour être capable de faire aussi une aussi bonne performance, même quand on est dans de mauvaises conditions. Dans de mauvaises conditions d'urgence, c'est le cas de le dire, mais aussi de perturbations, que ce soit par les témoins ou par des dangers, parvenir à quand même performer quand on est dans de mauvaises conditions. Et la vitesse d'exécution, moi je travaille beaucoup sur les degrés de certitude, donc j'ai une autre façon de mesurer la conviction et la qualité de la performance, mais pas dans les mêmes situations. Autrement dit, les degrés de certitude ne remplacent pas le chronométrage, ne remplacent pas, ce sont deux approches différentes à deux moments différents. Pour la liste, on peut utiliser les degrés de certitude. Pour l'exécution, là, on est plus dans la chronométrie. Je donne un exemple d'automatisation et d'entraînement à l'automatisation dans une réalisation récente de la RTBF, qui est la télévision belge, francophone, et du CHU de l'Université de Liège, qui s'appelle Sauve une vie. Vous l'avez peut-être vu, hein. Sauve une vie, où une présentatrice une journaliste, de la RTBF simule être une victime donc elle s'écroule dans un centre commercial. Elle est accompagnée d'un jeune homme que vous voyez à gauche qui essaye de la draguer et qui est d'ailleurs un peu maladroit parce qu'il ne sait pas comment la prendre, si je peux dire. Donc elle va s'écrouler, et heureusement, il y a un témoin. Et c'est une dame qui est témoin, qui se dit il y a quelque chose qui se passe, et qui, elle, va venir au secours, alors que le monsieur, le soupirant, je dirais, n'était pas capable d'intervenir. Et le témoin, alors là, on vous met en vidéo devant l'obligation de répondre vite, je porte secours, je passe mon chemin, et vous voyez, je vais essayer de le montrer là, ici, chaque fois, la chronométrie, chaque fois. Et je vais essayer de lever à toute vitesse. Vous voyez, la chronométrie, ça tourne. Et maintenant, je vérifie d'abord qu'il n'y a aucun danger, je me précipite pour aider, hop, la chronométrie. J'évalue la conscience, je réchauffe la victime, chronométrie. Enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Voilà un exemple d'automatisation. Je vais maintenant... oui, je fais donc, moi, comme je vous l'ai dit, les liens entre vitesse et certitude, mais ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Je vais maintenant passer à la partie gauche qui est pour les non-professionnels, ceux qui doivent décider de s'engager, d'intervenir ou non. Et hier, on a vu de beaux exemples en caméra cachée où des tas de gens n'intervenaient pas, et le taux de gens qui n'interviennent pas est énorme à côté du taux de gens qui interviennent. Alors, on a cité les travaux de notre ami commun Roland Viaud, puisque Roland Viaud est de l'Université de Sherbrooke comme Jacques Tardif. Et Roland Viaud a fait une synthèse de la littérature sur la tendance à s'engager et à persévérer. Et il a mis en évidence qu'il y a plusieurs facteurs, forcément, qui influent sur cette tendance à oser s'engager. Mais il y en a trois qui sont particulièrement importants. C'est la conscience de la valeur de l'acte qu'on va poser, c'est la conscience du contrôle qu'on a sur cet acte, autrement dit, plus on fait des efforts, plus on a des chances de réussir, et aussi l'image de soi et de la compétence.
Alors maintenant, comment influencer ces 3 facteurs? Et vous voyez, j'ai de nouveau fait comme une sorte de roue dentelle. Comment influencer, comment les mobiliser, ces 3 facteurs, comment les rendre plus prégnants pour peser sur l'engagement? Eh bien, un autre chercheur, Albert Bandura, que vous connaissez aussi, avec son concept d'auto-efficacité, eh bien, nous dit que, premièrement, la pratique. Si on a pratiqué, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les automatismes, et on voit bien que le fait d'avoir pratiqué les choses, de s'être exercé, augmente forcément le sentiment de compétence. L'observation vicariante, voir d'autres personnes le faire, et la persuasion. Alors la persuasion, ce sont les 2 autres, le sentiment de contrôle, la perception de contrôle, la perception de valeur, ce sont 2 autres facteurs, 2 autres rouages sur lesquels il est intéressant de se pencher, comment influer. Et je vais citer de nouveau 2 autres auteurs que j'ai connus. C'est Erwin Rosenstock avec son Health Belief Model. En gros, Erwin Rosenstock a travaillé sur un cas particulier qui n'est pas l'urgence, qui est la tendance chez des personnes comme moi à se présenter ou non à une offre de dépistage. En Belgique, en effet, il existe, et alors il essaye de mettre en avant les freins et les leviers qui font que certains se présentent au dépistage, par exemple dans un quart itinérant de dépistage du cancer de la prostate, par exemple, c'est ce à quoi je me prête. Je vais chaque année me faire une prise de sang dans ce cas, mais des tas de gens ne le font pas. Pourquoi certains le font? Pourquoi ne le font pas? Eh bien, dans le cas du dépistage, qui n'est pas le cas de l'urgence, les freins et les peurs et les leviers que Rosenstock a identifiés sont la croyance de gravité, la croyance de vulnérabilité, la croyance de détectabilité, la croyance de curabilité. Donc de gravité, plus on pense que c'est grave, plus on a tendance à consulter, à se faire dépister. Vulnérable, oui c'est grave, mais ça ne me concerne pas. Je pense au cancer de l'utérus, ça ne me concerne pas. Et ici beaucoup de gens que le cancer de la prostate ne concerne pas. Détectabilité, ça ne sert à rien si de toute façon on ne sait pas le détecter. Arrêt cardiaque, je ne vais pas aller me faire dépister là-dessus parce qu'on a bien vu avec René Goscinny, c'était très bien le mardi et le mercredi, il est mort sur un vélo d'entraînement. Les peurs de douleur, de temps perdu, de coups. Et on peut alors imaginer, une fois qu'on a identifié les facteurs qui sont des freins et les facteurs qui sont des leviers, on peut alors se concentrer sur comment influencer chacun de ces facteurs. Et je pense par exemple à des campagnes quasi publicitaires, des campagnes médiatiques par affiche ou par vidéo ou par télévision, du genre des messages comme « La grippe peut tuer à partir de 65 ans ». Voilà un message qui influe sur la vulnérabilité. Moi, je me suis rendu compte que la grippe peut me tuer, parce que plus de 65 ans je les ai. Et sur la gravité, la grippe, oui, je ne savais pas que la grippe pouvait tuer. Voilà, maintenant je le sais. Ou bien 90% des cancers dépistés à temps sont guéris, sur la curabilité. Ou bien en 10 minutes, et c'est gratuit, le dépistage sur le temps perdu et le coût. Mais ça, c'est parce qu'auparavant, on a, Rosenstock en question, a analysé les facteurs, les rouages qui pouvaient, les dents qui pouvaient peser sur le passage à l'acte. Et enfin, je terminerai par McGuire. McGuire a développé la notion de truisme et d'inoculation. Je vais montrer les liens entre truisme et inoculation dans sa théorie. Il dit fumer est mauvais pour la santé, c'est un truisme. Autrement dit, tout le monde le croit à 100%. Il faut pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, c'est un truisme culturel, tout le monde le croit à 100%. Conséquence du fait que tout le monde le croit à 100%, on ne peut pas le renforcer. On ne peut pas faire de nouveaux adeptes, tout le monde le croit. On ne peut pas augmenter la conviction, tout le monde le croit à 100%. Et dès lors, écrire sur des paquets de cigarettes le tabac tue, donc pour McGuire, dessiner des larynx en décomposition, des poumons affectés par le tabac, pour McGuire, ça ne sert à rien puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles recrues et on ne peut pas les persuader plus, ils sont déjà à 100%. Pour lui, c'est inutile. Mais, dit-il, un truisme, c'est un géant au pied d'argile. La moindre attaque le fait tomber. Exemple dans le domaine du tabac. Mon grand-père fumait beaucoup, il est mort à 100 ans d'autre chose. Oh ben voilà, quelque chose qui fait tomber le truisme. Fumer relaxe, fumer déstresse. On vous dira, les fumeurs sont des gens agréables. Et quelle est l'inoculation? C'est avant que l'on vous impose, que l'on vous attaque
par, disons, un argument qui va faire basculer le truisme, avant, c'est de donner des réponses. Que faut-il répondre si on vous dit « mon grand-père fumait », si on vous dit le fumer déstresse, si on vous dit « les fumeurs sont des gens agréables ». L'inoculation, c'est une sorte de bouclier que l'on met devant les gens pour qu'ils ne soient pas affectés par les attaques, pour qu'ils résistent aux attaques. Et dans le domaine qui nous intéresse, l'urgence en rue, par des non-spécialistes, par des non-professionnels, les attaques, c'est du genre, si la victime meurt, on va me le reprocher. Si la victime survit, mais avec des séquelles, on va me le reprocher. Si elle est en état aggravé par ma faute, on va me le reprocher, y compris en justice, y compris au tribunal. Il faut que nous ayons des réponses à ça. Il faut qu'à l'avance, parce que ce n'est pas au moment, c'est trop tard, au moment où la personne doit agir, elle doit avoir été prémunie de ces attaques qui viendront d'elles-mêmes d'ailleurs, même si ce n'est pas une autre personne qui leur a suggéré ces attaques. Donc nous devons fournir les contre-arguments et à l'avance. Alors, selon les cultures, je ne vous conseille pas de tomber en arrêt cardiaque aux États-Unis. Il y a beaucoup de chances que, pour les raisons que je viens de dire, vous ne serez pas secouru. Et il y a néanmoins aux États-Unis une loi du bon samaritain quand même. Mais en Belgique, par contre, il y a, en France, je n'en sais rien, c'est pour ça que j'ai mis une point d'interrogation, non-assistance en personne en danger. Vous pouvez être, mais c'est pire évidemment si on est médecin, hein, mais il y a des lois sur ce sujet-là. Donc voilà, ma conclusion, c'est entraîner et évaluer la performance qualité-vitesse dans ces deux composantes, celle de droite, l'exécution de la décision dosée, qui est celle du sommet, là, et d'autre part dans celle de gauche, promouvoir et évaluer l'engagement, certitude, argument, frein, levier. Et je pense qu'avoir un schéma qui nous aide à parler entre nous, comme d'ailleurs les médecins, quand ils se parlent entre eux, ils n'ont plus besoin de définir ce qu'ils veulent dire par le mot cœur, de dire combien il y a de composants, de cavités dans un cœur. Et ça aide beaucoup d'avoir derrière les mots des images mentales. Merci pour votre écoute. Quelle régulation de données? Quelle régulation sur le temps? Docteur Tartière doit partir dans 10 minutes. On va l'excuser, il nous reste 15 minutes. Quelques questions à Dieudonné, si vous voulez. Et Blaise et moi allons... Oui? Allons conclure. Merci beaucoup pour votre présentation. Une question que je me posais à vous écouter sur les dernières diapos. Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus brutal, et je vais le dire brutalement, carrément dire aux gens, pendant nos AFGSU, si vous ne faites rien, vous êtes, voire même médico-légalement, punissable? C'est un peu brutal comme question, mais est-ce qu'il ne faut pas justement renverser la chose? Parce qu'on a bien vu, suite aux vidéos d'hier, que finalement, on n'est peut-être pas très efficace dans nos méthodes d'enseignement d'un point de vue très général. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus brutal et dire aux gens, justement, maintenant que vous avez une FGSU, si vous ne faites rien, ça se retournera contre vous. Ceci dit, est-ce que ça, tout le monde ne le sait pas? Oui, mais c'est une question de législation nationale. Alors, par exemple, si vous êtes aux États-Unis, est-ce qu'on prendra en compte le fait que vous êtes français ou que vous êtes sur le territoire américain? Enfin, mais vous avez tout à fait raison. Alors, je parle en français en Belgique pour régler... Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est une question de législation nationale. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas d'uniformisation. Je doute qu'il y en ait même une en Europe. Et c'est plus sur la prise de décision, parce qu'effectivement, on l'a bien vu dans les excellentes vidéos d'hier, c'est la question, c'est oser intervenir. Qu'est-ce qui détermine à un instant T le fait qu'un non-professionnel va intervenir, ou voire même un professionnel va intervenir ou non? Mais il faut aussi protéger. La loi du bon samaritain était très intéressante, il faut protéger l'intervenant. Juste sur le plan juridique et avec des jurisprudences à la clé, l'intervention, c'est déjà l'alerte. Hein. Je veux dire qu'en France, juridiquement... dès l'instant où on alerte, on intervient. Je voudrais juste faire qu'on soit bien au clair. Enfin, quelqu'un qui ne toucherait pas et n'oserait pas toucher, comme on l'a vu hier, à partir du moment où il alerte, il a déjà fait quelque chose. Donc sur les 4 vidéos qu'on a vues, les vidéos entre guillemets répréhensibles sont celles de citoyens qui, ayant sur eux un téléphone, n'alertent pas. Je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? Oui, c'est ça la vraie question. Autre question?
Oui, moi je ne comprends pas bien ta question, là, parce que après tout ce qu'on a entendu, la question, c'est pas... il faut leur dire qu'il faut qu'ils osent, puisque, comme on vient de dire, 100% de fois, on sait qu'il faut oser. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas? Et c'est ça le travail de pédagogie, en l'occurrence. Je pense que si on a, et ça met en lien toutes les 3 interventions qu'on a eues, c'est comment explorer le fait qu'ils n'osent pas passer à l'exécution de ce qu'ils ont appris techniquement à faire. C'est ça. Si je peux me permettre d'intervenir là-dedans, je ferai une nette différence entre le côté droit et le côté gauche du dessin. Dans le côté droit, c'est ce que vous venez de dire. Ils ont appris à le faire et on est dans l'exécution. Dans le côté gauche, il y a la décision d'engagement. Et je peux donner d'autres exemples, notamment dans le domaine militaire. Hein. Par exemple, le génocide rwandais aurait pu être arrêté, hein, il aurait débuté, mais arrêté beaucoup plus tôt, s'il y avait une décision d'engagement militaire des pays européens, et notamment de la Belgique qui était sur place. Mais il n'y a pas eu cette décision d'engagement. 1 million de morts. Bon, c'est le prix à payer pour le... Je crois qu'il n'y a pas une analyse suffisamment partagée des différents composants, des différents rouages, des différentes dents. On ne sait pas ce qu'il faut faire. De ce côté-là, hein, je parle du côté gauche de la décision, avant la décision d'engagement. On n'y a pas réfléchi à temps. Et si je peux me permettre une expression, un expert, et malheureusement les gens de la rue ne le sont pas, un expert, c'est quelqu'un qui peut parler sans réfléchir. Mais ça veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a déjà réfléchi avant. Et s'il n'y a pas déjà réfléchi avant, ça n'est pas un expert. Voyez ? Pierre, et ensuite il y a une autre question. Je pense qu'on est au cœur du débriefing. À quoi sert le scénario si c'est juste pour vérifier le côté droit? À quoi sert le scénario si c'est juste pour vérifier que les gens qui sont en face de nous savent appliquer le protocole? À rien. En revanche, si dans le scénario, on introduit le protocole, bien entendu, mais on introduit les obstacles qui feraient éventuellement que... Et du coup, on explore le côté droit, l'inverse, parce que je suis un peu, sans doute, dyslexique. La vérification du protocole n'a aucun sens. Par contre, ce qui m'empêche de mettre en œuvre le protocole, ce qui m'empêche dans ma tête, ça vaut le coup d'être exploré. Il y a une question à droite. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez mis plusieurs étapes. Est-ce que, en termes de formation, à un moment donné, on faisait tout de manière découpée et modulaire, et puis après, de manière un peu plus pour enseigner, plutôt aller sur une généralisation de l'acte, du geste, du but dans lequel on doit intervenir? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait revenir un peu dans les formations sur quelque chose de plus modulaire pour quelqu'un de non-expert, ou leur donner le but à accomplir pour qu'il trouve à la fois la décision à avoir et puis le geste à effectuer éventuellement? Je ne suis pas compétent pour vous répondre. Il faudrait que je sois en interaction avec des spécialistes comme vous, parce que ça dépend d'un... je veux dire, il se pourrait que la conduite automobile et l'intervention d'urgence ne soient pas des exemples comparables. Je les ai pris ici juste pour faire cette distinction entre le côté gauche et le côté droit. Et d'ailleurs, ça a servi, puisque notre collègue nous dit les problèmes du côté gauche et du côté droit ne sont pas les mêmes, et le debriefing. Donc, je ne suis pas suffisamment expert pour vous répondre sur ce sujet-là. Et seuls vous et des équipes pluridisciplinaires pourraient se pencher là-dessus, avec une idée éventuellement de rouage ou de roue dentée. Ce que je crois, c'est qu'on n'est pas suffisamment, le grand public, et même peut-être même suffisamment experts du domaine du côté gauche. On n'en a pas suffisamment discuté. Et de bien d'autres domaines. Il n'y a pas seulement l'urgence. Il y a aussi la vie sociale, la vie économique. On n'est pas des experts. On la vit, on gâche la planète parce qu'on n'est pas experts. Je crois que Christine va compléter la réponse.
tout de suite dans le mouvement global qu'on connaît tous, parce qu'on est tous allés dans une voiture. Ce qui est, ce qu'a dit Dieudonné là, c'est qu'il faut effectivement s'intéresser aux dents. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le mouvement dans son ensemble d'abord pour s'intéresser, se focaliser ensuite sur une partie des dents. C'est d'ailleurs ce que dit Jacques aussi dans le cadre de tout ce qui est la complexité, et que le fait de découper en tâches simples ne signifie pas savoir traiter une complexité, mais qu'on peut commencer par une tâche complexe et aller chercher justement explorer les dents. Je crois que ce que dit Jacques, ce que dit Dieudonné là, c'est vraiment ce côté gauche sur le qu'est-ce qui fait que à un moment on n'ose pas, et est-ce qu'on a suffisamment nous interrogé nos apprenants sur ce côté osé. Et je pense que ça, c'est un vrai défi pour nous. Et c'est le défi de demain. On peut toujours faire toutes les séquences pédagogiques du monde. Si on ne va pas chercher qu'est-ce qui fait qu'on ose et qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas, on perdra à chaque fois. Si je peux me permettre, nous pourrions peut-être nous inspirer de l'entraînement des hommes politiques. Les hommes politiques, leurs partis politiques, les entraînent à répondre à des questions du public. Et donc, ils sont bombardés en interne, avant d'affronter le public, par des tas de collègues qui leur posent des questions. Et si on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds? Et ils sont chauffés à ça. Le grand public, et même peut-être ne sont pas chauffés à ça, ne sont pas chauffés à répondre dans l'instant, à être préparés, à réagir à des questions qui les déstabilisent, évidemment. Intervention de... Voilà. Et quid des modèles de déterminisme du comportement, comme le modèle de l'action raisonnée ou des modèles du comportement planifié? C'est-à-dire de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à un instant T, un individu se comporte de telle ou telle manière? C'est-à-dire ce qui précède l'action, en fait. Ça revient à... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille justement là-dedans? On a bien avancé sur l'apprentissage d'un geste, d'une séquence, etc. Mais de se mettre avant l'action. Qu'est-ce qui fait qu'à un individu, l'individu va agir? Vous avez tout à fait raison. Vous faites appel au modèle de Ashden, Fishbein. J'ai moi-même écrit un modèle qui s'appelle ACID et qui est publié en français, contrairement à Fishbein et Ashden, qui est une synthèse de ça, plus récente, en 2010. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs affectifs, il y a les facteurs cognitifs, il y a les facteurs de savoir-faire, il y a les facteurs d'habitude, il y a les facteurs de normes. Les facteurs de volonté, ça veut dire persévérer dans la décision, protéger sa décision, la volition. Donc il y a beaucoup de facteurs. Et si on ne se prépare pas, comme d'ailleurs ma dernière diapositive sur les boucliers par rapport aux arguments, à tous ces facteurs, on a beau en avoir prévu 22, c'est le 23e qui fera périr la victime, comme les deux pauvres cheminots qui ont été... Attention, il y a eu 2 morts, mais il y a eu beaucoup plus de blessés. On se rassure. Vous avez une question? Ce sera la dernière. Et puis, Blaise et moi allons conclure. Ah. Voilà. Si on prenait les causes anthropologiques, peut-être qu'on débloquerait ou on arriverait à trouver le cran manquant. Les croyances de chacun, en fait, les représentations de chacun. Tout à fait. On peut avoir en fait des facteurs plus larges. Il y a des facteurs, on peut essayer de trouver des déclencheurs immédiats, on va dire, dans une approche un petit peu plus technique. Et dans une approche socio-anthropologique, on peut essayer d'explorer des facteurs beaucoup plus larges, socio-historiques, qui expliquent que dans telle société et à tel moment, tel geste sera plus ou moins naturel, ou au contraire... ou au contraire l'engagement sera difficile, effectivement. C'est des objets d'étude de l'anthropologie qui sont tout à fait pertinents, oui, et qui peuvent apporter des réponses sur comment faire évoluer ce type de problème. Alors, merci aux 3 intervenants. 2 ou 3 mots avant que Blaise fasse une transition que je ne saurais faire. J'ai beaucoup apprécié les 3 présentations. J'ai une formation de psychologie, en psychologie, mais je dis toujours que je suis un psychologue non pratiquant. Mais ce que je trouve très intéressant, ça va en lien avec les 2 dernières interventions, cette idée que vous avez fait ressortir, notamment en parlant d'expérience subjective de la maladie,
itinéraire thérapeutique. Et je pense que quand Dieudonné fait référence à la motivation, le modèle de vie ou autre modèle de cette nature-là, prend en compte les représentations de la personne. Par exemple, la perception de sa compétence, c'est vraiment l'impression subjective que j'ai de ma compétence ou pas. Et puis, quand on va dans la première présentation, je trouve très intéressant aussi, vous avez fait ressortir une multitude de facteurs, à mon avis, tous plus complexes les uns que les autres. Et je vais raconter quelque chose de personnel. Je vous remercie, vous m'avez aidé. À Montréal, j'habite un complexe immobilier devant la porte d'entrée chez moi. Il y a un endroit qui s'appelle la Maison du Père, où vont dormir la nuit 400 personnes itinérantes ou sans-abri. Et franchement, je crois que j'aurais une perception différente avec vos codes, le code du temps, le code de l'espace, surtout le code du corps et le code de l'altérité. Et je pense que ce que vous avez fait ressortir, mais à mon avis, les trois interventions mettent vraiment en évidence la prise en compte des facteurs humains ou la nécessaire prise en compte avec la subjectivité, quoi. Et je trouve intéressante la distinction que vous faites entre disease, sickness et illness. Et à chaque fois, la représentation est de plus en plus complexe. Alors, je regarderai le déterminisme dans cette logique-là. Donc, je ne croirais pas tellement au déterminisme. Merci beaucoup. Bon, on fait toujours des liens finalement entre l'avant et après. On peut aussi faire un lien avec des anciens colloques qu'on a pu faire sur le raisonnement clinique. C'est sûr qu'au regard du raisonnement clinique, on peut y associer les facteurs humains finalement. Donc ça, c'était pour faire le lien avec les autres colloques. Et vous voyez qu'on est toujours sur un chemin de l'avant. Deux derniers facteurs humains, c'était tout simplement la norme. Et je pense que ça va être le sujet de la réunion de tout à l'heure, puisque nous allons évoquer les derniers décrets, les perspectives en matière de SSE qui sont là, qui nous sont imposés quelque part. Et donc, on va repasser dans la norme. Merci.